Countries involved for the presentations are Indonesia, Iran, and Iraq. Without further ado, I now invite the moderator, Mr. Abdullah Diagne, the presenters, Mr. Iwan Juniardi, Mr. Morteza Molanazar, and Ms. Najihah Abbas Ali Al-Hafaji to take their places on stage. Dr. Aidil Munim Abdul Razik and Mr. Muhammad Husni Muhammad Noor, please take your places at the spot designated for rapporteurs. Thank you. Et les rapporteurs également, M. Nader Arya et Madame Najihah Abbas Ali Al-Kafiaji, de prendre place sur scène pour la prochaine séance sur les présentations des pays sur l'analytique des mégadonnées dans l'administration fiscale. In the interest of time and to ensure the smooth running of the conference, please be reminded that the time allocated for this session is 1 hour and 30 minutes. The first bell will be rung once, 3 minutes before the time ends, and the bell will be rung twice when time is up. Ladies and gentlemen, I now hand over the session to the moderator. Je passe donc la parole au modérateur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. Je voudrais, à l'entame de mon propos, réitérer nos remerciements à la Malaisie pour l'accueil chaleureux qui a été réservé à la délégation sénégalaise et à l'ensemble des délégations, et également le réitérer les excuses de M. le directeur général des impôts et des domaines du Sénégal, M. Ahmed Tidiane Ba, qui a été retenu à la dernière minute à cause d'un décès survenu au sein de sa famille. Il a tenu à vous transmettre ses salutations, mais également à souhaiter plein succès à nos travaux. Et je crois qu'au vu des présentations qu'on a eues ce matin et de l'excellente cérémonie d'ouverture, nous sommes sur la bonne voie. Donc on va poursuivre cet après-midi avec 3 autres présentations qui vont dans le droit fil du thème que nous avons abordé à titre principal, qui concerne l'analyse des mégadonnées au sein des administrations fiscales. Nous aurons au bout d'1h30 minutes 3 présentations, chacune de 15 minutes, suivies d'échanges de 45 minutes autour des différentes présentations. La première présentation sera faite par notre collègue de l'Indonésie, Iwan Juniardi, de la Direction générale des impôts d'Indonésie, et ça porte sur l'implémentation des mégadonnées au sein de la Direction générale des impôts de la République d'Indonésie. La deuxième présentation sera faite par M. Morteza Molanazar, directeur général de la Direction des conventions internationales et des questions de taxes au sein de l'administration fiscale nationale iranienne. Donc il va présenter l'expérience iranienne de l'analyse des données croisées. Et la troisième présentation sera faite par notre collègue Madame Najihah Abbas Ali Al-Hafaji, directeur de la Commission générale des taxes de l'Irak, et cela portera sur les déclarations, l'information, la réalité et leurs effets sur la performance des impôts en Irak. Donc sans plus tarder, je vais donner la parole au premier intervenant, M. Iwan Juniardi.
you. Ladies and gentlemen, good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know this is the best moment because this is afternoon. I know this is the best moment to sleep. And then, so I would like to convey this presentation not too serious. Okay? And in this opportunity, I would like to share my experience engaging with Miss Big Data. Actually, I was introduced to Miss Big Data since December 2014, the end of 2014. It's not so long ago. But there is some circumstance that I have to pursue Miss Big Data to be my fiancée as soon as possible. Because this is what the circumstances I have to address. Okay. Voici. En Indonésie, dans l'historique de l'Indonésie de la fiscalité, il y a très longtemps qu'on avait rejoint la cible, mais la plupart du temps, on avait raté le cible. Et puis, les rapports fiscaux ont toujours été relativement stables, sans augmentation. Et c'était donc une situation pas du tout désirable. D'autre côté, on avait quand même un potentiel énorme fiscal, parce que nous avons plus de 18 000 îles, plus de 254 millions de population. Et nous croyons qu'il devrait y avoir plus de 44 millions de personnes et personnes juridiques qui ne font pas partie de l'économie officielle qu'il faut saisir. Avec ce potentiel, je crois que la proposition de la mégadonnée pouvait être mon avenir. Et donc, je me suis approché à ces mégadonnées. Bien que j'introduisais cela en 2014, j'avais proposé en février 2015. Et en même temps, les circonstances que je devais confronter, c'était que j'avais pas de personnel. Le manque de personnel pour s'occuper des contribuables. Et depuis l'année dernière, on s'occupait énormément des données énormes. 1,1 milliard de fiches de données internes. Et bien, on avait 63 agences et des données de médias sociaux, sans aucune identifiant unique et sans une norme pour les données. On n'avait ni adresse ni rien de standardisé. Donc, il fallait que j'exploite ces données. Et comme modèle d'administration fiscale et pour le digitaliser, il fallait développer le modèle des affaires. On avait l'appelé le mélange de cohérence, de conformité. Et on pouvait donc avoir une excellence dans la prestation et donner un traitement juste en utilisant les données. En fournissant des prestations. On voulait avoir une conformité fiscale qui était plus facile. Et pour améliorer nos prestations, on avait déjà développé nos différents types. On avait également développé donc le paiement électronique. Et on voulait également avoir une amélioration des données sur la formation des impôts électroniques. Donc,
on avait besoin de travailler, de vivre avec les mégadonnées. Et bien entendu, dans l'application forcée, on voulait, à travers un audit énorme, tous les retours des contribuables étaient audités. Et donc, avec une très petite ressource, on pouvait obtenir un saut de catégorie. Et c'était donc le but de l'application. C'était collecte des données des différentes sources, soit internes et externes, l'identification, l'investigation et l'escalation des potentiels de revenus fiscaux, et d'implémenter un système d'information gestion qui était basé sur la gestion des cas individuels. Et on appelle ça le CRM, c'est-à-dire les gestions des ressources cohérentes, de conformité. Et donc on a maintenant un système des données pour les paiements, on a un système des retenues à la source, on a des facturations, on avait des déclarations, on avait l'application de facturation électronique depuis 2016. Bien entendu, les nations appliquent donc la facturation électronique. Nous avons donc les cartes de crédit. On avait identifié en national, on avait les sécurités, on avait des données, mais toutes ces données avaient très peu d'intégrité des données. Donc, j'avais proposé de faire les mégadonnées avec une très petite ressource. Donc, en février 2015, j'ai osé proposer les mégadonnées avec uniquement 10 PC avec des processeurs i7 et chacun avec 1 Tera et 8 gigas en RAM. Donc une capacité totale de 10 teraoctets et de 80 gigaoctets. Et j'avais pas d'argent parce que j'étais toujours pas marié. Donc j'ai utilisé l'open source. Je ne voulais pas avoir des coûts élevés. Et donc j'ai utilisé tout ça qui était tout ça en source ouverte. Et donc on utilisait l'open source pour l'ABMS. Et c'est incroyable qu'avec cette petite infrastructure, j'ai pu accélérer tout le processus de faire une amélioration des données de 100 fois par rapport à la vieille infrastructure, très énorme. Donc, une petite étape pour avoir une excellente amélioration. Donc, on a pu prouver que le système peut améliorer notablement le suivi des contribuables. Depuis décembre 2015, nous avons acheté le vrai mégadonnées. Maintenant, nous avons 500 teraoctets d'utilisés et 300 Tera avec 200 Tera avec en RAM 2000 gigaoctets. Et nous voulions utiliser les systèmes interprétatifs, donc c'était 1000 fois plus que d'avant. Et maintenant, nous administrons environ un peu plus de 8 milliards de fiches qui sont administrées, qui sont traitées. Et ça, c'est l'état actuel des choses. Et quel est le modèle qu'on a choisi pour appliquer les mégadonnées? J'ai utilisé le modèle Terabeta. On utilisait une architecture unifiée de données. Nous avions 3 plateformes de données. L'entrepôt des données intégrées, et les ressources peuvent être de ERP, des données internes, des choses qui viennent du web. Également, le but était l'analytique, peut-être des applicatifs de marketing, la minière des données, et qui aura le bénéfice de cette analyse de mégadonnées. C'était donc comme le représentant des relations publiques
et les ingénieurs et les scientifiques des données. Et c'était donc une application pratique des données, des mégadonnées qu'on a maintenant. Et j'ai développé cette architecture unifiée. La prochaine étape, on veut intégrer toutes les applicatifs existantes dans un seul système informatique intégré qui fournit donc un centre d'intelligence ou d'information fiscale. Les prestations fiscales seront être plus élargies de manière à ce qu'on puisse utiliser plus simplement pour la collecte des données. Et un système d'analytique prévisionnel sera basé sur la déclaration autonome et d'utiliser donc un système d'intelligence d'affaires autonome qui pourra être développé et qui devra donc augmenter les revenus fiscaux et qui peuvent faire donc une analyse autonome en fonction de l'analyse qu'on a construite cette année. Et avec une très petite infrastructure qu'on avait expliquée tout à l'heure, on a un cas d'étude, c'est pas énorme, mais on peut augmenter les revenus peut-être 2 ou 3% avec ce seul cas. Quel type de cas? C'est comme ça. On a plusieurs questions qu'on peut répondre en fonction des mégadonnées. Ce sont des cas réels qu'on a vus l'année dernière. Qu'est-ce qu'on ferait, la direction générale, si on savait la nouvelle structure des propriétés des sociétés? Nous pouvons donc avoir une participation d'une société qui est sous ta forme. Ça veut dire donc une déclaration d'impôt des sociétés. À partir des perspectives des déclarations, il y a plusieurs identifiants qui peuvent être rentrés dans les données. Et qu'est-ce qu'on peut trouver à partir de là? Donc on a vu un peu plus de 1200 cas. Et ensuite, on a découvert, ça c'est le résultat, là où la société était de propriété, ou c'était de propriété d'une société frauduleuse ou soupçonnée comme pour l'être. Voici le résultat. On peut également voir quels sont les holdings des filiales pour qu'on puisse tracer les différentes filiales. Et nous avons également une société qui a vendu ses biens, mais qui n'a pas eu des traces d'augmentation des revenus. On voit à gauche le cas où ils ont rapporté l'augmentation des revenus et de droite un non. Et donc ça donne donc la transaction au sein des sociétés. On peut également utiliser les rapports entre les sociétés. On peut faire de sorte que les suspects et voir les rapports entre les sociétés triangles, des rapports triangulaires. Par exemple, ce que vous voyez en jaune. Et on peut dire que probablement il y a des fraudes là. Quelles sont les sociétés qui ont des problèmes de saut, qui ont des audits avec la société corrompue? Est-ce qu'il y a des sociétés qui ont été connectées avec des sociétés? Donc on peut faire la trace des fausses factures également. Et qu'est-ce qu'on peut voir si on visualise les opérations entre les sociétés? Donc si on regarde les opérations entre sociétés dans l'agroalimentaire, on a des groupes dans l'agroalimentaire, des petits groupes de l'alimentaire. En 2011, on avait à plus de millions d'opérations, un peu plus de 1000 sociétés. C'était pas Star Wars. Ce sont des opérations entre sociétés qui font des importations, des exportations, mais dans un seul cas, un seul secteur. Donc on peut trouver davantage de renseignements sur les prix des transferts pour prévenir donc
une clarification. Et donc, qu'est-ce qui peut être fait d'ailleurs qui est intéressant? Et maintenant, nous avons un projet avec de nouvelles infrastructures. La détection tôt des prix de transfert sur les données des opérations à l'étranger, l'équalisation des manipulations des profits pour voir quelles sont les augmentations des crédits de profit, d'augmentation et baisse de profit. On peut détecter les possibilités des fraudes et également détecter sur la base de fraudes similaires avec d'autres sociétés. Donc, à conclure, l'analyse des mégadonnées est efficace pour rendre plus rapide la réalisation des cibles des directions générales des impôts. Les mégadonnées sont fiables et rapides, et cela peut donner donc, ça peut éviter le chaos. Ça c'est tout. Merci. Salam alaikum. Thank you, dear colleague, for that very clear presentation. I would now like to pass the word on to Mr. Murtez Narwala from the Republic of Iran, who will give us a presentation on the Iranian experience of data, big data analysis. Pour le président, les membres des délégations, frères et sœurs et administrateurs des fiscales des pays islamiques. Après le déjeuner, le président de l'administration d'Iran et en représentant lui, c'est un honneur pour moi de vous présenter l'article de mégadonnées, ce qui se passe chez INTA, la conférence, la 13e congrès en Malaisie. Je prends cette opportunité pour remercier l'organisateur, la Malaisie, pour l'hospitalité et tout ce qu'ils ont organisé pour nous. Après avoir écouté à nos collègues M. Irwan Junardi de Indonésie en ce qui concerne les analyses des données de la prochaine génération, nous revenons chez nous, dans notre pays, aux analyses de données, de mégadonnées. Je voudrais aussi, en nom de représentation de M. Nader Arya, qui est le directeur de l'administration fiscale d'Iran d'informatique, le centre d'informatique et du programme de réforme d'administration, qu'il est désolé qu'il ne peut pas être présent pour faire cette intervention à cause des négociations qu'il est en train de faire en des autres négociations. Dans cette présentation, notre expérience en INTA, ce qui regarde les analyses des mégadonnées dans les dernières années, a été introduit dans notre pays. Au début, on a commencé à voir le statut qu'on avait avant en Iran de INTA, et on s'est rendu compte qu'on a besoin d'une structure pour préparer le processus de mégadonnées
les analyses de mégadonnées. La diapositive numéro 5. Les sources de taxes des contribuables que INTA a eu accès sont dans cette liste ici. Après, on va voir les composants, hein, comment on peut stocker et faire le processus et la solution générale en Iran de ces analyses des données. Le travail de ces composants sera présenté avec un flowchart. Le système manuel, ça va être le thème qu'on va adresser plus tard. Et après, notre plan d'action pour le futur et les solutions qu'on veut trouver. Si nous voulons regarder l'état qu'on avait avant, bon, c'est pas trop mal d'avoir la base de quelle est la situation qu'on avait avant de commencer à travailler avec la automatisation de données. Ce nom, ils utilisent Tara, c'est un nom d'une fille en Australie, mais elle aura 10 ou 12 ans. Ça veut dire qu'on est en train de faire ce programme depuis 12 ans. Donc, on est en train de finir cette mise en place, cette application cette année. On a fait un promis de finaliser cette application de ce programme Tara. Avant l'application de ce programme, on avait un système non intégré et avec un type fiscal uni. Nous avions un système qui était complètement séparé avec les systèmes utilisés dans les entreprises. Les fonctions de ces impôts, de cette fiscalité avaient besoin de différentes approches. Avec des systèmes qui soient différents, avec l'application, la mise en place de différents systèmes fiscaux, par exemple, par chaque trimestralement, à travers des sources des données externes, on n'avait pas une connexion entre les sources de ces données et les sources des données privées. On n'avait pas aussi une analyse de risque. Ils ont été audités une par une au lieu d'avoir un système qui pouvait couvrir tout le système. On n'avait pas non plus un système en ligne. On a commencé à nous rendre compte qu'on avait besoin de créer une nouvelle infrastructure qu'on veut appliquer pour la solution totale de l'administration fiscale. Nous avons fini ce plan à travers des outils d'infrastructure avec un centre compréhensif, l'application des réseaux à travers des modèles dans le pays qui connectent les bureaux de taxes, les systèmes de gestion, des sources externes de données, des outils d'analyse de risques, des systèmes de distribution des données efficaces. Et si on regarde aux sources actuelles d'information, l'application des analyses des mégadonnées à travers des sources qu'on a fait la collection d'un système centralisé. Paiement par le contribuable
à travers d'une registration qui doit être validée. Et aussi les gouvernements et les tiers ou les privés qui donnent, nous aident avec les sources, aussi par des organisations gouvernementales et non gouvernementales et l'information des tiers pour l'importation, l'information en ligne pour la douane et celles qui sont en train de faire le processus de ces données avec des services où ils peuvent présenter leurs documents et trouver toute l'information nécessaire, centralisée avec un système un portal pour l'utilisation de contribuables. Aussi la collection en ligne avec connexion avec des ressources et des données externes. On a un dépôt pour le données et aussi un module d'analyse de risque pour les contribuables. Dans cette diapositive, on peut voir la façon en laquelle on peut trouver l'information à travers de fournir l'information à travers l'Internet avec une administration, un système d'administration intégré de base, la collection d'informations, l'information de nos contribuables à travers de troisièmes ou d'autres agents, et transférer l'information qu'on a récoltée, soit interne ou externe, dans un central des données base. Et pour calculer le risque pour les auditeurs, toute l'information de ces contribuables. On peut leur fournir l'information des contribuables et l'information sur les risques, soit des individuels, contribuables individuels ou des groupes. Si on se base sur ce travail qu'on a fait avant, les systèmes pour analyser la façon dans laquelle on prend cette information, on récolte cette information des contribuables peut être on peut la montrer dans cette liste. On doit appliquer des lois de risque. Est-ce que ces gens sont avec un peu de risque ou pas? Pour mesurer lequel est le critère qu'on applique, numéro 1 à 10 par exemple, et après on fait une comparaison et on analyse les différents genres, les différents niveaux de risques. Il y a des contribuables qui sont d'un niveau très haut de risque, et après on peut faire cette sélection pour les auditeurs. Et on prend cette information des risques des contribuables et les zones dans lesquelles il y a les risques, et celles qui ne sont pas déclarées leurs taxes, qui sont sur la non-conformité des contribuables. Et après, on fait une sélection avec cette information des zones de risque et on le donne aux auditeurs des taxes, des auditeurs fiscaux. Les plus importantes actions qu'on fait, c'est clair qu'il y a des zones où on a besoin de encore développer, et dans le système, il y a des zones où on n'a pas encore fini, où nous sommes en train de l'exécution de ces systèmes avec la connexion des
des données externes, des sources externes, améliorer et la réglementation sur les risques, expansion sur le component du système en général, expansion du système versus les systèmes qu'on avait avant, le vieux système, et aussi une correspondance électronique de l'administration fiscale des contribuables, et aussi le pas du travail. Hein? Et je crois que ça va être un succès pour nos frères des pays islamiques et les pays qui travaillent avec nous pour pouvoir faire les mégadonnées, les travailler avec de façon efficace, avec une administration fiscale efficace. De la République d'Irak pour vous avez la parole. السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أبدأ في عرض ورقة العمل أشكر دولة ماليزيا. Avant de commencer, je voudrais remercier la Malaisie Pardon, mais j'ai pas de source pour l'instant. Il n'y avait pas un rôle pour les taxations dans le vieux système en Irak. Les impôts n'étaient qu'une petite partie du PIB. À partir de 1980 jusqu'en 1999. Le pétrole, bien entendu, constituait le pourcentage principal du PIB et les impôts n'avaient pas un rôle très important dans notre économie à l'époque, mais à cause de la baisse des prix du pétrole, l'État a essayé de développer le système fiscal. Je vais vous donner une idée du système fiscal en Irak. Vous pouvez voir ici l'hiérarchie dont on parle. On parle des impôts directs et indirects. Les impôts directs concernent donc les impôts sur les revenus vous avez ici donc les impôts sur les sociétés et les marges de l'immobilier et également les fiscalités qui proviennent du pétrole qui représente le 35%. Ensuite, l'autre partie des impôts directs sont des impôts directs sur les capitaux indirects qui incorporent donc les impôts sur mesure, les douanes, et également en 2015, on avait également les impôts sur les téléphones portables. Il y a plusieurs groupes qui sont connectés à l'administration fiscale. Bien entendu, les autorités législatives, ce sont eux qui préparent donc les textes des lois et les réglementations, et ce qui rendent donc les taxes obligatoires. On a l'autorité exécutive,
pour l'application des réglementations qui ont été passées. Troisièmement, nous avons les contribuables qui sont des personnes réelles ou des personnes juridiques. L'administration fiscale collecte ces renseignements, ces données à partir de différentes sources. Et bien entendu, la principale est le contribuable qui révèle des informations sur ses propres comptes, que ce soit des individus ou des sociétés. Et l'État, les instituts d'État aussi. Il y a une loi numéro 28 qui requiert que les différentes institutions fournissent des renseignements concernant leur position fiscale. Et les autorités sont censées vérifier la fiabilité des informations et des sources sur les ressources, et ils peuvent également arrêter des différentes opérations qui concernent donc les fiscs, jusqu'à ce que les impôts soient payés. Et ça donne également un certain pourcentage qui ne dépasse pas les 10% des opérations, jusqu'à ce que tout le monde ait payé les taxes qui sont dues. Cette loi nous a fourni une base de données sur les renseignements qui concernent les contrats, les octrois, les listes des vendeurs, des acheteurs, les informations sur les différents contrats et des données ce qui concerne donc les importations. Et cela oblige également que les syndicats nous fournissent toutes les informations qui sont requises. Maintenant, nous avons beaucoup de données et de renseignements, mais comment peut-on administrer ces données? Bien entendu, il y a une différence entre les données et les informations. Les données et les renseignements, il y avait beaucoup de renseignements et de données qui n'ont pas pu être facilement traités, comme on a mentionné. La Commission générale des impôts, les impôts, excusez-moi, n'ont pas joué un rôle important dans l'économie à l'époque, et donc l'État n'était pas trop concerné à l'époque. Il y avait des systèmes très particuliers qu'ils utilisaient à l'époque et qui étaient relativement modestes dans leurs ressources. Les systèmes les plus importants pour l'analyse de ces données concernent l'impôt sur les revenus, l'autre système concerne les fiscalités des sociétés, où les renseignements sont enregistrés et toutes les ressources des sociétés sont mentionnées. Et il y a donc un identifiant fiscal particulier qui est octroyé. Et ensuite, il y a un système qui concerne les contrats et les importations. Et puis, il y a également le système de douane qui collecte tous les renseignements qui proviennent de l'unité des douanes. Et donc, le plus grand défi auquel on est confronté est qu'il n'y a pas un système électronique clair pour qu'on puisse analyser et traiter ces données, pour qu'on puisse bénéficier, faire bénéficier donc l'administration fiscale. Le but principal de cette présentation
je viens de vous parler un tout petit peu en ce qui concerne la Commission générale des impôts en Irak. J'espère que la TAIC peut avoir un rôle plus important que dans les autres congrès dans lesquels on se retrouve annuellement. J'espère que on pourrait avoir une évaluation pour ces différentes administrations fiscales par État. Et par la suite, il y aurait un comité dont les membres de la TAIC peuvent aider des administrations fiscales sous-développées. Et ici, à partir de ce podium, j'espère que l'Irak pourrait être un cas d'étude pour qu'on puisse chercher l'aide des autres nations. Merci. Merci, chers collègues. C'est sûr que il fera un plaisir de l'étudier pour pouvoir y donner suite. Donc vous allez convenir avec moi qu'on a eu droit à 3 brillantes présentations et on a même pu économiser sur le temps à peu près de 6 minutes. Donc la première présentation, pour la rappeler, a été faite par M. Iwan Juniardi de l'Indonésie, qui a posé la problématique de l'implémentation d'un système de gestion de mégadonnées avec toutes les difficultés qui ont été rencontrées au début avec les problèmes d'intégrité des données. Mais je crois que ce qui a été surtout frappant dans la présentation, c'est ce qu'il a pu faire avec peu de moyens. Parce que lorsqu'on aborde souvent ces problématiques-là au niveau des... What told me more is what we can do with this new system. That it is possible to do something through this. I think that was something, a very good experience that we gained from this. And these study cases that were clearly explained to us can be used in order to educate également pour contourner les stratégies de groupe. La deuxième présentation a été faite par l'Iran et c'est une présentation qui a une démarche assez classique en termes de démarche, puisque l'Iran est parti d'une situation de référence où il n'y avait pas un système intégré. Le système était géré de façon assez éparse et que le système n'était pas en ligne non plus. Ils ont pu bien cerner le problème, mettre en place un système intégré qui puisse faire l'objet d'une gestion unifiée et centralisée, mais également de pouvoir même en faire profiter les autres administrations, et avec un module qui est très intéressant, un module d'analyse risque. Donc je crois que sur cela peut-être il pourra y revenir lors des différents échanges. La troisième présentation, c'est celle de l'Irak, qui m'a particulièrement intéressé parce que c'est contextuel. Cela pose surtout le problème du rôle que doit jouer la fiscalité dans des États qui, de tout le temps, ont pu bâtir leur développement sur la base d'une exportation importante de leurs matières premières. Mais maintenant, avec la chute des cours des matières premières, il va de soi que beaucoup de stratégies doivent être développées à l'interne pour pouvoir mobiliser l'effort fiscal interne et pouvoir soutenir le développement du pays. Donc, les points qu'elle a soulevés sont des points très importants et un peu c'est les impôts classiques que l'on retrouve dans les autres États, notamment l'impôt sur les sociétés, les impôts que l'on perçoit sur les contrats, la fiscalité pétrolière, et les impôts sur les capitaux, la douane, etc. Donc, elle a terminé par un certain nombre de perspectives et a quand même proposé qu'au niveau de l'ATAI, que des évaluations puissent être faites au niveau de chacune des administrations et que l'on puisse apporter une assistance technique aux administrations qui en ont besoin pour qu'en termes de fiscalité, qu'on puisse converger quand même vers une fiscalité de haut niveau qui nous permette de collecter le maximum de recettes possibles. Donc c'était un peu un résumé assez imparfait des différentes présentations. Maintenant, je vais donner la parole aux délégués pour qui souhaitent prendre la parole, pour que l'on puisse maintenant poursuivre nos échanges autour de ces différents thèmes. La prise de parole est libre.
Bonjour, je suis Rosamund de technologie, Université technologique de Mara, dans l'administration. Une personne qui administre et une question très importante. J'ai 4 questions. Est-ce qu'il y a des qualifications qui est requise pour être expert et pour faire le représentant de l'analyse des mégadonnées? Quelle est la préparation de votre personnel qui font l'analyse des mégadonnées? Troisièmement, comme je sais, à partir de mon université, on utilise les diplômés de la licence en comptabilité et plusieurs membres du fisc de la Malaisie. Quel est le scénario et quel est l'arrière-fond de ces personnels dans votre équivalent, dans votre pays? Et troisièmement, et enfin, vers l'avenir, quelles seraient les qualifications que vous souhaiteriez avoir pour que nous, les universités, puissent explorer, pour innover, pour qu'on puisse offrir au public et pour ceux qui peut-être arrivent à partir des écoles? Est-ce que vous seriez peut-être bien accueilli une licence en administration des mégadonnées? Merci beaucoup. Une question pour tous, s'il vous plaît. Il me semble qu'il y a déjà une réponse toute prête. Okay, I try to answer your questions. J'essaie de répondre. La plupart de mon personnel ont une licence en comptabilité, mais ils ont un intérêt dans l'informatique. Et donc, nous avons comme un programme pour augmenter leur capacité en informatique pour ceux qui sont très intéressés en informatique. Et donc, plusieurs programmes au sein de mon directorat pour améliorer donc l'informatique, et on essaye de pousser pour favoriser que notre personnel connaisse pour avoir une communauté sur Internet, sur l'informatique, pour qu'on puisse recueillir plusieurs renseignements à partir de l'Internet. Et également, celui qui a vraiment regroupé les mégadonnées, le numéro 1, c'est, on appelle les scientifiques des données. On a une unité particulière qu'on appelle l'analyse centrale des fiscalités, et ça comprend donc une maîtrise d'un pays étranger. Ils ont donc une préparation en tant que scientifique des données, un parmi eux qui sera doctorat, qui aura un doctorat, et donc pour le 3e et le 4e degré, pour la 4e question, pardon, c'est comment on peut préparer ça à l'université à l'avenir. En fait, moi-même, j'ai un programme que nous souhaitons être un organisme ouvert, et on les traite comme une organisation ouverte, ce qui veut dire que nous souhaitons collaborer avec tous les partenaires et toutes les universités, etc., pour établir des recherches ensemble avec nous. Et donc, on développe dans les prochaines années, on va développer un centre d'innovation, et je suggère que l'université peut également envoyer des étudiants pour obtenir des connaissances sur les mégadonnées. Et bien entendu, dans les prochaines générations, on ne va pas seulement parler des mégadonnées, mais également des EOT. On n'a pas de capacité si nous devons nous déplacer en standalone sans la collaboration d'autres institutions et de nouvelles technologies. Et pour la première question, excusez-moi, je l'ai oublié, si vous voulez, y a-t-il des qualifications qui sont nécessaires pour faire une analytique, un audit? Bien entendu, en ce qui concerne les auditeurs, pour la vie d'auditeur, on n'a pas besoin d'avoir une qualification particulière.
à condition d'avoir passé l'examen comme auditeur, ils peuvent se servir de l'analytique des mégadonnées. Parce que être auditeur n'utilise jamais que les données. Ils ne font que l'exécution, mais les scientifiques des mégadonnées vont fournir l'analytique. Ils vont faire un modèle de données et ils essayent d'identifier quel est le type d'information qu'on va proposer pour qu'on puisse avoir les auditeurs qui font un audit efficace. Ça semble pour que ce soit conforme les uns avec les autres. Merci. L'expérience de l'Iran sur la même question. En ce qui concerne les audits, les qualifications des audits, on peut dire que beaucoup de gens ont des licences en comptabilité ou des qualifications de comptabilité pour l'analyse des données, mégadonnées. Mais certains sont des génies. En ce qui concerne l'audit, ils ont comme une mentalité d'audit. Ils ont des vécus vraiment très valables au sein de l'administration. En ce qui concerne le travail informatique et les mégadonnées, la programmation, etc., on ne peut pas trouver forcément des licences faites sur mesure des universités. C'est une combinaison entre les experts en fiscalité, les informatiques et l'audit. Et on ne peut pas les trouver forcément dans un seul individu. Parfois, les informaticiens ne sont pas intéressés sur des questions fiscalité et vice-versa. Et c'est également possible. En fait, nous avons mobilisé tous les experts internationaux et internes en ce qui concerne la fiscalité, les questions informatiques, pour qu'on puisse mettre en place le planning de base et préliminaire pour notre système. Et le système TARA, en utilisant nos biens, en ce qui concerne donc la formation, et on les a formés pour l'utilisation des systèmes informatiques et on leur encourage de développer pour qu'ils puissent être pleinement équipés pour utiliser ces nouveaux systèmes informatiques pour l'audit. Ça, c'était le problème que les autres pays comme l'Arabie ou d'autres pays très développés ont confronté, parce que c'est un travail très difficile, parce qu'on ne peut pas trouver des individus qui sont intéressés et qui ont le vécu et qui ont plusieurs années à partir des universités où on s'attend qu'ils préparent des gens qui soient expérimentés dans les applications de fiscal et d'informatique. Il faut donc mettre en place un nouveau système de formation. Si vous permettez que j'ajoute un commentaire, moi personnellement, je ne suis pas du tout informaticien. Mais vous savez, lorsque j'étais à l'université, la seule possibilité, c'était de faire une licence en informatique. Mais maintenant, j'ai été introduit aux mégadonnées. C'est très bien. Je peux donc augmenter mes capacités en informatique. Et vous savez, on peut découvrir que, avant de découvrir, donc on peut être des pionniers, en quelque sorte. Merci. Merci. Donc, moi, je vais surtout poser une question concernant l'identifiant fiscal unique, parce que en matière de collecte de données au niveau de ces différentes administrations, en principe, obligation est faite à toutes les administrations de pouvoir utiliser un identifiant fiscal unique, ce qui permet une meilleure collecte des données et également un meilleur croisement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le niveau d'intégration des différentes administrations qui collectent les ressources. Parce qu'il est vrai que dans certaines administrations, peut-être qui sont un peu de type anglo-saxon, la même administration peut gérer
la fiscalité intérieure, gérer la fiscalité de porte, donc les droits de douane, gérer également la sécurité sociale. Dans ce cas-là, il n'y a pas de cloisonnement entre les différentes administrations et l'échange de données peut se faire plus facilement, sans compter également les données qui peuvent être obtenues des concessionnaires de services publics, notamment ceux qui gèrent l'eau, l'électricité, le téléphone, etc., et qui souvent brassent du monde. Donc, quel est le niveau d'intégration au niveau des administrations qui ont eu à présenter leurs expériences, mais également quel est le type d'identifiant qui est utilisé pour pouvoir aboutir à une meilleure collecte des données. Merci. Je donne la parole à l'Iran. Ok, très bien. Dans ce qui est l'identifiant des contribuables, il y a donc un identifiant unique qui est émis pour chaque contribuable société, et on utilise également pour les individus des problèmes d'identifiant l'identifiant de carte d'identité nationale, mais ça produit également certains problèmes. Il y a des problèmes d'intégration entre les données collectées sur tous les contribuables parce qu'ils ne sont pas tous forcément reliés avec l'identifiant fiscal qui est unique. Donc, les renseignements que nous avons reçus à partir de la banque, comme avait été mentionné par M. John, on a besoin de certaines réglementations et des droits fiscaux pour avoir l'acquisition des différents détenteurs des renseignements sur des questions fiscales, par exemple les banques et des organisations des douanes et de la sécurité sociale. On a modifié notre droit fiscal en 2011, ce qui a pris 5 ou 6 ans pour qu'on puisse finaliser les amendements du droit fiscal domestique, enfin interne, pour qu'on puisse obtenir en ligne toutes les informations dont on avait besoin des différents contribuables. Mon collègue, M. Alegroisangan, vous fournira une explication plus complète sur les nouvelles provisions, stipulations en ce qui concerne les informations importantes. Et toutes ces données qui sont collectées sont ajoutées dans l'entrepôt des données pour le contribuable, et les moteurs pour l'audit sur la base des risques vont travailler pour filtrer les renseignements qui ne sont pas très valables pour qu'on puisse trouver une base de données des renseignements importants sur les contribuables, et nos moteurs de risque intègrent ces renseignements et sélectionnent les différents contribuables qui sont à risque. Et c'est la principale chose qu'on fait chez nous. Pardon, je n'ai pas de son. Le numéro fiscal pour les sociétés qui fonctionnent en Irak, ceux qui travaillent avec l'État au-delà de leur programme. Aideront donc l'administration fiscale avec en ce qui concerne le problème des identifiants identiques ou semblables dans les noms. Nous ne sommes pas très éloignés du développement, donc nous venons tout juste de démarrer avec cette question cette année. Et à la fin de cette année, on va inclure donc cela dans le programme. Je suis d'accord qu'avant d'aller, peut-être qu'il va falloir nettoyer les données. Et donc, il y a un long voyage en ce qui concerne le nettoyage des données.
parce que bien que on a des identifiants nationaux depuis 2012, en fait, l'application forcée de cela en Indonésie est toujours relativement bas. Et c'est pourquoi nous avons utilisé des technologies de mégadonnées pour nettoyer les données. Nous avons obtenu des sources de données qui sont 63 autant, et on regarde les similarités des noms, etc. et peut-être les adresses pour qu'on puisse nettoyer les données, faire de sorte que les contribuables sont vraiment des contribuables. Donc, nous faisons beaucoup de choses, mais bien entendu, les données deviendront de plus en plus propres une fois qu'on utilise donc les mégadonnées pour nettoyer la qualité des données avant d'être mises en entrepôt. Je crois que si personne d'autre ne souhaite prendre la parole, je vais remercier encore une fois les collègues pour les différentes présentations qui ont été faites, remercier les délégués pour leur aimable attention. Merci. Thank you, Mr. Abdoulaye Diagne. Mr. Iwan Juniardi. Monsieur Adwanawada, Monsieur s'il vous plaît, restez sur scène pour qu'on puisse prendre un cliché. Monsieur Mohamed, merci beaucoup. Let us now give way to the stage preparation for the next session. Ensuite, l'administration pour la prochaine séance, s'il vous plaît. Ladies and gentlemen, we shall now continue with the final session. Messieurs, dames, on continuera avec la dernière séance sur aujourd'hui. Ça va être une présentation spéciale sur la TVA, l'expérience malaisienne. Et donc, je demande donc à M. Shed Moïd Naib Saïd Nasir et M. Samin Fazman Hashim qui prennent place dans les places désignées pour les rapporteurs. In the interest of time, dans les intérêts du temps et pour s'assurer du bon déroulement du Congrès,
On vous rappelle que la durée de cette séance est 30 minutes. Donc, la première cloche sonnera 3 minutes avant la fin de la séance et on la sonnera 2 fois à la fin de la séance. Merci. Je passe la parole donc aux intervenants. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good evening to everybody. Okay, I would like to thank the organizer for giving me the opportunity to deliver the presentation with regard to Malaysian consumption tax, the GST, which is still in infant stage. We just implemented our GST since 1st April 2015, around 1.5 years ago. Okay. The implementation of since custom is the authority entrusted by the. L'implémentation de cette, c'est les vécus et les apprentissages avec l'introduction de le TVA en Malaisie. Quelles sont les expériences, les vécus et ce qu'on a appris? On a appliqué ça il y a 1 an et demi, au mois d'avril 2015. C'est le gouvernement, ça a fait ce programme pour améliorer la capacité et la transparence de l'administration fiscale. Messieurs, dames, l'idée d'introduire cette taxe TVA a commencé il y a 2 ans. Ça a commencé au début, c'était en 1980, le fin des années 80. L'introduction de TVA pour remplacer le taxe, les impôts aux ventes et services et prestations. 1989 et 1993, dans le budget, le ministre de Finances a eu l'idée d'introduire cette taxe de TVA. Et cette taxe, ça remplira, dans cette occasion, le vieux taxe qu'on avait sur les prestations et services. Taxe sur les ventes et prestations. Ça veut dire que c'est la combinaison des taxes sur les ventes avec des taxes et prestations avec un système plus direct qui semble un peu à la TVA. Mais on n'a pas pu l'appliquer à cette époque-là par le ministère des Finances. Une des raisons, avant, dans l'économie malaisienne, c'était parce que le Premier ministre il pensait que cette taxe était trop compliquée, un système compliqué pour la communauté d'affaires, des sociétés. Ils n'étaient pas prêts à accepter, à avoir pour l'application de cette taxe. L'idée d'introduire le GST ou le TVA, c'était annoncé par le Premier ministre Yang Mohamad Mullah Dato Sri Abdullah Ahmad Badawi que le gouvernement va proposer remplacer le taxe des ventes, des taxes des prestations avec cette TVA 1er janvier 2007. Après, le budget a été complet cette année et établi avec des membres du secteur privé et public d'examiner et analyser pour une révision pour l'introduction de ce système de taxes aux valeurs ajoutées.
On a fait des études, des collections d'informations, des renseignements. Quel modèle utiliser en Malaisie? 22 février 2006, le gouvernement a décidé que ça a été déféré la date 2007 et ça sera annoncé plus tard quand est-ce qu'on pourra appliquer cette taxe. On n'a pas suivi dans le système, mais ce comité de travail de Malaisie aura plus de temps pour pouvoir étudier et préparer un bon système de taxes pour valeur ajoutée pour la Malaisie. 34 novembre 2009, notre Premier ministre Dato Sri Abdullah Badawi a annoncé que le taxe TVA sera appliqué Pardon? Ah, c'était le Premier ministre Dato Sri Najib qui a dit qu'ils allaient le traiter dans le Parlement pour l'appliquer l'année 2015. Ça a été traité dans le Parlement la première fois et ils ont décidé que ça serait appliqué, ça commencerait cette taxe à être en force dans 2 ans. Le 25 octobre de 2014, dans le budget, l'annonce du budget, Dato Sri Najib a dit que ça allait être introduit 2015. Et ils ont présenté une nouvelle proposition au Parlement, la finale. Ils ont fait un modèle de cette taxe. La secrétariat s'était enregistré comme les prochains pays: Nouvelle-Zélande, Canada, Singapour, Australie, Thaïlande, Indonésie, qui ont aussi préparé un modèle pour cette taxe. Ils ont comparé les caractéristiques communes entre les pays, sinon, à cause de l'économie politique du temps-là. Cette taxe, cet impôt, a 2 catégories. Il y a celles qui ont 0 taxe, non taxable, mais il y a les affaires qui peuvent demander le taxe pour ceux qu'ils achètent. Par exemple, si il y a celles qui sont exonérées, ça veut dire qu'ils ne doivent pas payer, il y a quand même un taxe à payer pour le bien qu'ils ont acheté. Et celles qui sont achetées, on ne peut pas leur réclamer au gouvernement. Le gouvernement a analysé cette rating de 0 et la base dans laquelle pouvoir l'appliquer. En sachant que s'il y a moins des exemptions, moins d'exonérations, la potentialité de ce système a progressé. De l'autre côté, avec trop des taxes à 0, les résultats sont, ça veut dire que tout le monde peut profiter de ces exonérations, cette exemption de ne pas payer pour certaines activités. Certains contribuables, en espèce les compagnies, ne peuvent pas le payer. En faisant la formulation de ce modèle, le gouvernement a fait une analyse d'abord, par exemple, dans la fabrication, dans le F&B, dans les secteurs de construction,
les secteurs professionnels, les secteurs de santé, les secteurs des études des écoles. Tout a été analysé sur les dépenses et les revenus de chaque des contribuables, ça veut dire chaque maison. Les statistiques ont montré que les gens dépensent 35% de leurs revenus ou de ce qu'ils gagnent par mois en nourriture. Ce sondage a aussi montré que les pauvres aussi dépensent pour l'électricité, la maison et transport. En vue de ça, le gouvernement a proposé qu'est-ce qui affectera les gens, la population des moyens. Ils ont développé le modèle de GST et c'est une ratio de 6% et on a un seul. Et le limite pour la législation, ça veut dire que les compagnies qui font moins de 500 000 ringgit par an n'ont pas besoin d'avoir le GST ou le TVA. Certains des services et biens qu'on n'a pas besoin de taxer, c'est la nourriture, l'agriculture, et ça arrive au consommateur final sans taxe. Par exemple, produits d'agriculture, la viande, tout ce qui est la nourriture basique, pour bénéficier les gens de moyens revenus, les familles qui gagnent moins. Aussi, quand on donne de l'eau, des services financiers, des droits d'utiliser la terre, le transport public, les funéraires, la crémation, tout ça, ces services qui sont simples, les seuls qui sont quand même appliquées, c'est celles qui sont plus compétitives. Il y a une obligation sociale. Le gouvernement a décidé que certains services ne payent pas de taxes. Il y a une exonération. Par exemple, transport domestique, les services funéraires, crémation, des services d'éducation pour les enfants, le droit d'utiliser la terre. Ces services sont dans la catégorie exonérée, zéro taxe. Mais quand même, celles-là, ils ne peuvent pas demander le taxe à la fin. C'est la même chose. Si on paye les taxes, on peut après avoir un réclame du gouvernement. Il y avait beaucoup de résistance à cette taxe. Mais maintenant, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de succès. On a remplacé cette taxe aux services et prestations et ventes avec le TVA. Et beaucoup de côté de la population n'a pas été contente avec. Mais doucement, ça a commencé à être accepté. Et tout a bien marché, sauf peut-être il y avait un peu de délai dans la restitution des taxes au début. Quels sont les facteurs importants de implémentation de cette taxe TVA GST? Ça a été parce que le gouvernement a fait beaucoup de programmes aussi, d'éducation à toutes les compagnies. Ils ont établi un centre d'appel pour l'aide. Et tous ces problèmes techniques ont été adressés par cette call center. Aussi, ils ont nommé des ambassadeurs qui ont
fait une formation et capacitation dans les organismes publics et privés, des petites et moyennes entreprises aussi, les PIMI. Avec le centre d'appel et le bureau d'aide, on a pu aider à toutes les compagnies et toutes les petites sociétés à commencer à travailler avec cet nouveau genre de fiscal des impôts, avec des programmes, la coopération avec les ONG, des entités professionnelles et des associations de consommateurs. On a travaillé ensemble. Le programme de communication de la TVA, le groupe ciblé, c'était les consommateurs, le gouvernement et les sociétés. Et ce programme de communication, on l'a commencé en 2014. On a préparé 4227 programmes pour le consommateur, 443 pour les sociétés et 210 pour le gouvernement. 2014 jusqu'à 2015, pour intensifier notre programme de communication à travers du pays, où il y a un contact pour chacun consommateur chaque 3 jours. Et on a un centre d'aide pour toutes les sociétés. On a utilisé des 3 méthodes pour faire les communications avec le consommateur et les sociétés. C'était à travers les journaux, la presse, avec des publications. On a aussi utilisé les médias comme la télévision, les brochures, la publicité, la radio. Et on a mis des publicités dans les taxis, dans les bus, dans les routes. Aussi avec la média sociale, avec le Facebook, le Twitter, des blogs. Ce programme de communication, je ne veux pas... c'est une vidéo, mais qu'on voulait montrer, c'était une publicité qu'on a fait à la télévision quand on a voulu introduire cette nouveau taxe. Pour les sociétés, on a un programme où on aide sur les changements du taxe des prestations et ventes à TVA. On donne des cours de formation pour la capacitation. Quel était l'impact liquide sur les business? Quelles sont les facilités sur la TVA? Aussi, comment présenter tous les mois le réclame, comment gérer et la gestion, qu'est-ce que ça va faire, l'affectation des prix aux consommateurs. Et aussi, on a des softwares disponibles pour le consommateur. Un de nos problèmes en ce qui concerne l'éducation de cette taxe, c'est l'augmentation de prix. Parce qu'il y a des business, il y a des sociétés qui profitent de ces moments-là pour augmenter les prix. Ça veut dire qu'on a créé une loi pour contrôler les prix pour les consommateurs, avec des directives pour aider le consommateur et aussi donner des programmes de connaissances et de sensibilisation des consommateurs. Ça veut dire les expliquer, leur faire savoir, et aussi l'importance de donner d'informations sur des sociétés qui augmentent leurs prix sans permis à cause de ça, avec cette excuse. Le département de la douane a publié l'année dernière et on a 90 bouquins avec tout qui sont gratuits pour tout le monde, pour que tout le monde puisse être éduqué et formé
on a pris la main-d'œuvre qu'on a employée, et spécialement avec des comptables pour restructurer et aider au personnel qui est déjà existant avec des cours de formation et entraînement. On a employé encore des autres personnels à travers le pays. Aussi, on a commencé avec la production d'un SOP, des systèmes d'opération standard. Ça veut dire pour que tout suit le même système. En ce qui concerne la loi, on a créé la loi 2014 de TVA. Du 19 juin 2014, on a 3 règlements qui ont été publiés le 1er juillet 2014, règlement général, et aussi 4 ordres pour la publication du 1er juillet, les frais qu'on doit charger, et 3 ordres sur l'explication de l'exonération, ceux qui payent le zéro taxe. En ce qui concerne le soutien des sociétés, on a tout préparé avant le jour de l'implémentation, la mise en place de la TVA. La procédure avec une guide générale, une guide spécifique, et aussi le FAQ, les Frequently Asked Questions, ça veut dire les questions qui sont posées en général. On a fait une liste de toutes ces questions. Et aussi, on a aussi publié les problèmes, les plaintes, typiques, et on a donné des cadeaux gratuits pour que tout le monde connaisse quels sont les problèmes avec ces bouquins. Tous les sociétés, tous les vendeurs sont obligés, et tous les fournisseurs sont obligés d'avoir le numéro de son GST et le publier dans leur magasin. Pour les biens de vente, et la guide des acheteurs a été publiée au mois de janvier. Cette liste a été imprimée dans un bouquin, et aussi elle est présente dans notre site internet pour aider le consommateur à identifier comment c'est affecté les 1800 achats typiques des consommateurs de tous les jours. En 2015, le 1er février, on a distribué 2 millions de copies à travers de la Malaisie, et c'est toujours sur place et actualisé dans notre site web. Les 6 différentes zones sont la zone centrale, c'est Selangor, le sud, Malacca et Johor, le nord, Kedah, Perlis, Penang, l'ouest et l'est avec Terengganu, Kelantan, Pahang, et avec Sabah et Sarawak de l'autre île. On a 500 genres de biens sélectionnés dans cette liste. Quels sont les facteurs critiques pour l'implémentation avec succès du TVA? Avec notre programme de communication intensive, le résultat et le public sont contents. Mais il y a des endroits, il y a des coins où ils n'acceptent pas. Le 23 mars 2015, on a eu 150 gens ont protesté chez nous pour demander qu'ils avaient 160 questions
à répondre. Notre gouvernement fédéral a été d'accord, pas à répondre à toutes les questions, mais qu'ils allaient le faire si celles qui faisaient la proteste pourraient rentrer chez eux. Mais c'est dommage, ces gens-là ont décidé de ne pas partir du bureau, ils ont attaqué le bureau. Ils voulaient que les réponses soient données immédiatement. Notre directeur a promis que toutes les réponses de ces 106 questions seraient répondues dans la période de 1 ou 2 semaines. Et comme promis, ils ont donné toutes les réponses le vendredi 27 mars, une semaine après 2015. 4 jours après, même avant la période limite. Après ça, on n'a pas eu de problème de résistance à l'application ou l'implémentation, mise en place de cette taxe. Au début, quels sont les problèmes? Et ça, c'est les questions qu'ils nous ont posées quand ils nous ont appelés au call center. Pourquoi on a cette situation? Pourquoi est-ce que ce que je paye pour le téléphone, le crédit, pour mon portable, maintenant, au lieu d'acheter à 10 ringgit, maintenant je dois payer 10 ringgit, point 60. Pourquoi les cigarettes, c'est différent? Pourquoi les restaurants, ils nous chargent le TVA, mais ce n'est pas marqué dans la facture? Pourquoi il y a des services et en plus il y a le TVA et plein de questions. Toutes ces questions ont été répondues par notre bureau d'aide et call center. Ça, ici, on a les exemples des problèmes qu'on a fait face avec l'implémentation de la GST et la mise en place. Parce qu'ils ont eu des problèmes dans certains business et il y a parfois des fournisseurs qui ont chargé trop de GST et à la fin, ils ont été obligés d'écrire avec une lettre et d'écrire aux consommateurs pour se faire pardonner. Hein. Il y a eu aussi un consommateur, par exemple, si le consommateur allait à un restaurant au milieu de la nuit, le 1er avril, il a payé avant minuit la nourriture, cette boisson ne serait pas taxée. Mais si c'était après minuit, c'était taxé. Bon, ils étaient un peu, c'est délicat, hein? Il y a des fournisseurs, il y a des vendeurs qui sont enregistrés et qui chargent le GST ou le TVA. Il y a celles qui ne sont pas enregistrées et le prix est différent. Si vous achetez de quelqu'un qui a le numéro et il est d'identification enregistré, vous pouvez après avoir un remboursement. Mais s'il n'est pas enregistré et il vous charge, il n'y a pas de remboursement. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce que c'était le problème? Que les business ne doivent pas changer leur prix à cause de l'application de taxes avec qu'ils l'ont fait à propos. C'était la loi permet d'avoir seulement le 6%, mais ils ont augmenté beaucoup plus. 3 mois avant l'application et 15 mois après. Ça veut dire 1er janvier 2015 jusqu'au 2016. Des remboursements, le gouvernement
1er avril, ça n'a pas été utilisé par tout le monde ou par les sociétés. 2000 de 70 000 affaires ont demandé le remboursement. Les autres, c'est parce qu'ils ont quoi? Ils ont augmenté le prix. Ils ont des problèmes d'organisation, des problèmes comptables, mais ils ont quand même 2 ans de période pour l'application qui doit être approuvée autorité. Une soumission peut être pour chaque société. Ils ne veulent pas risquer qu'ils vont faire une application avec des erreurs et ça ne va pas être accepté parce qu'on peut faire une soumission d'application par boîte. Le remboursement, dans 14 jours, bien sûr, ça n'a pas été possible dans tous les cas. La possibilité des demandes fraudulentes était aussi étudiée et ils doivent vérifier que les remboursements qu'ils demandent sont vrais, qu'ils ne sont pas des escrocs qui demandent d'être payés pour les choses qu'ils n'ont pas vraiment rendues. Et les autorités doivent faire des vérifications. Et c'est toujours le moment qu'on trouve des problèmes au début quand on veut commencer à appliquer un nouveau texte. Et ça prendra entre 56 jours. Ça veut dire que 14 jours, c'était trop ambitieux. On n'a pas pu le faire dans 50 jours. Ça s'est amélioré de 18% à 9% dans les 9 mois qui ont suivi. C'est idéal de ne pas avoir des exonérations. Le rating de 0 seulement pour l'exportation. Exonération, si on a des exonérations, c'est moins efficace. So, la IMF a suggéré que le TVA doit être introduit à un prix plus cher, que 6% c'est pas assez. Mais nous, on va rester sur ce chiffre. L'application de le TVA en Malaisie, on pense sur le slogan « Rakyat d'abord », ça veut dire « le peuple d'abord ». Cet modèle a bénéficié, on croit, tous les Malaisiens. Je vous remercie pour votre attention et je finis avec ma présentation et au revoir. Merci, Monsieur Faizoul. Restez dans la scène pour une session de photographie. Mr. Moitania Said Nasir, merci. Faisal Noudin Hashim et M. Said Mohamed Najib Said Nasir. Et Mauritanis. Mesdames et messieurs, messieurs, dames, maintenant c'est 16h20. On a fini le premier jour de notre congrès. On veut remercier aux modérateurs intervenants, les délégats qui ont participé, les délégations qui ont participé dans ce congrès. S'il vous plaît, laissez les auriculaires, vos appareils pour la traduction avant de partir. Il y aura un dîner officiel ce soir organisé ici dans cette ballroom, la salle de bal. Tout le monde, tous sont invités. Ça commencera à 8 h. C'est un dîner officiel qui tiendra lieu à 8 h du soir. Les participants sont invités.
pour revenir où on est dans la présentation, il y a quand même des boissons dehors dans le foyer